C'est le chou. Comme ça, les papillons reviendront sur le chou et vont épargner les autres. D'accord? Donc, laissez le chou. Vous mettez 10-15 choux. S'il y en a 3 qui sont bouffés, laissez-les. Laissez-les. Les chenilles vont rester sur ce chou-là. Mais non, ça c'est encore une autre chose. Il y a des techniques aussi pour lutter naturellement contre les chenilles. Il y a des répulsifs, il y a des produits naturels, des décoctions, des purins, etc. pour éviter ça. Dans la nature, on retrouve tout. D'accord? Alors, bon, voici, on a toujours le même système de culture. Ici, j'aurais voulu aussi développer les 3 sœurs, hein, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, il a fait trop sec. Donc, je ne suis pas arrivé. Ça n'a pas bien suivi. Alors, une bonne association de culture aussi, ce sont les fraisiers et les poros. Peut-être que Christelle serait peut-être nous en dire un petit peu plus. Par l'équilibre. J'ai beaucoup lu, mais je n'ai pas nécessairement tout retenu. Mais oui, les associations de légumes, évidemment, vont faire non seulement que les parasites de l'un ne s'entendent pas avec les parasites de l'autre, et donc du coup s'éloignent et ne viennent pas du tout ni sur l'un ni sur l'autre. Et d'un autre côté, les plantes ont une influence de croissance l'une sur l'autre. Donc elles croissent mieux. Par exemple, moi j'ai fait l'expérience de mettre du basilic au pied des pieds de tomates. Pas un pied de basilic devant, non, une prairie de basilic devant les tomates. Et là, j'ai eu un basilic comme j'avais jamais eu avant et des tomates comme j'avais eu avant. Et en plus, la saveur de tomate est meilleure. C'est vrai? Oui. Et alors le basilic avec son odeur répulse certains insectes qui pourraient être nuisibles aux plants de tomates. Voilà, la tomate. Et alors, elle s'entend bien, elle pousse vraiment mieux en compagnie l'une de l'autre que toute seule. D'accord. Voilà. Merci. Merci. Alors ici, ce terrain, je le loue à la propriétaire et mon loyer, mais c'est des légumes que je lui donne. Ici, par exemple, on a pas mal de salade à couper. Elle en aura cet après-midi. Et là, j'ai un petit peu d'épinards. Ici, c'est de la salade de blé. Là, j'ai des haricots au beurre, des fraisiers. On va peut-être aller voir un petit peu plus loin, parce que j'aimerais vous montrer la butte classique en permaculture. Bonjour. Le jardin de Francine, il y a vraiment cultivé toujours. Non, j'ai acheté Je pense pas. Voilà, alors ici nous avons vraiment la butte. Nous avons vraiment la butte classique en permaculture. C'est-à-dire, il y a soit la terre est travaillable, on fait une tranchée de 40-50 cm sur 70 cm de large. Le tout, c'est de pouvoir travailler de chaque côté, ne pas devoir marcher sur la butte pour l'entretenir. Donc, on évite absolument de marcher sur le sol en culture. Quand c'est possible, ce sont des tranchées qui sont faites ici dans le sol. Donc, c'est creusé comme c'est expliqué tout à l'heure. Ici, le sol est intravaillable. On ne sait pas le creuser. Et si on creuse le sol, on tombe sur des pierres. Ce qui est intéressant, c'est des personnes m'ont dit « Ah Joël, je ne saurais pas faire de jardin parce que mon terrain c'est une ancienne cour, c'est tout des graviers, donc je ne sais pas faire de tranchées. » Il y a plusieurs systèmes. C'est la lasagne. Voilà, il y a plusieurs systèmes. Bernard avec ses bacs. Il y a le système lasagne. Ici, il y a le système de butte. Alors ici, un reportage que je vous invite quand même à aller voir, c'est sur YouTube, c'est le Jardin du Graal de Philippe Ferret. C'est assez étonnant. Donc c'est un gars qui ne se casse pas trop la tête. Il travaille avec des gros rondins de bois, mais pas frais, hein, parce que c'est comme frais, il n'y a pas les racines qui vont passer au travers, donc c'est pas intéressant. Lui, il travaille avec des gros rondins, vraiment en phase de pourriture. Ça ressemble à une éponge. C'est vraiment de l'or, comme il dit lui-même. Donc ici, il y a des gros rondins. Peut-être qu'on les voit ici. Voilà.
Ici, il y a un grand rondin. Il va jusqu'au bout d'ailleurs de la butte. Mais c'est pourri. Hein. Cette butte-ci, elle va durer 10 ans. Donc on part avec de gros rondins comme ça, mais dont la pourriture est déjà bien entamée. Et puis on va de plus en plus à des déchets de plus en plus fins, un peu comme ceci. Voilà. Ça sert à la fois de nourriture et aussi d'éponge. Et c'est aussi un refuge pour tous ces petits insectes. Peut-être que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur la faune intéressante qui se... Et on met quoi dessus? Non. Pardon, C'est compliqué. On met quoi sur les rondins? est-ce qu'on pourrait alimenter une butte avec du bois mourant? Des brindilles, des petits morceaux de bois. Et je voulais poser une question aussi avec le mulch d'herbe. J'ai des sureaux et des noisetiers à disposition. Est-ce que je peux pas, quand je mélanger dans ma tombe d'herbe du broyat de branches de sureau, Bien de sûr, mais branches tu dois de faire noisetier? attention à l'alarme de ta tondeuse. Non, mais j'ai une oui. broyeuse. Ah, je mais bien mets sûr. Tu un mélanges tiers. avec l'herbe. Tu mélanges avec l'herbe. un tiers de... Un tiers, 2 tiers. Donc ici, je reviens. Donc il y a